l'année de mes 5 ans, mon père s'entiche d'une jeunette et nous abandonne. Ma mère est obligée de trouver du travail. Elle devient cuisinière pour une famille de blancs. Pour ne pas nous laisser seuls à faire les 400 coups, elle nous emmène souvent à son boulot, mon frère et moi. Affamés et silencieux, nous passons des heures debout à la regarder s'affairer du fourneau à l'évier, du placard à la table. Des fois, j'aime bien me retrouver dans la cuisine des Blancs avec ma mère, parce qu'elle nous refile de temps en temps des restes de pain ou de viande. Mais le plus souvent, je regrette d'être venu. Parce que j'ai les narines pleines de l'odeur d'une nourriture qui n'est pas pour moi et que je n'ai pas le droit de toucher. À regarder manger les Blancs, mon estomac vide se contracte et une colère sourde monte en moi. Pourquoi est-ce que je ne peux pas manger quand j'ai faim? Pourquoi est-ce que certaines personnes ont assez à manger et d'autres pas? Je suis encore trop jeune pour comprendre quoi que ce soit à la vie d'un enfant noir dans une ville du Sud comme Memphis, Tennessee. Il y a longtemps que j'ai décidé d'arrêter d'accompagner ma mère. J'ai 6 ans et je passe mon temps à vadrouiller dans la ville du matin au soir pendant qu'elle va faire la cuisine chez les Blancs. Je prends l'habitude de traîner devant un bar qui se trouve à quelques rues de chez nous. L'intérieur de ce bar m'a l'air d'un endroit merveilleux qui m'attire autant qu'il m'effraie. Je m'en dis quelques pièces et puis je reluque sous les portes battantes les hommes et les femmes en train de boire. Lorsqu'un voisin me chasse de là, je suis les ivrognes dans la rue, je les montre du doigt et je me paie leur tête. Un après-midi, alors que je suis occupé à lorgner vers l'intérieur du bar, un noir immense me saisit par le bras et m'entraîne de force dans les profondeurs enfumées de l'établissement. Aussitôt, l'odeur de l'alcool me pique les narines. Je hurle, je me débats, essayant de me libérer, effrayé par la foule d'hommes et de femmes qui me regardent. Mais le type ne me lâche pas. Il me soulève, m'assoit sur le comptoir et enfonce son chapeau sur mon crâne. Des femmes et des hommes éméchés se mettent à hurler de joie. « Et qu'est-ce que ça te fait d'être assis là comme un homme, mon garçon ?» Rien qu'à le saouler. T'as autre envie de venir fouiller sous la porte. Eh ben ouais, c'est ça. Commandons-lui à boire. On met un verre de whisky devant moi. Allez, bois ça, mon petit. L'homme qui m'a fait entrer insiste. Je refuse et je secoue la tête. Allez, bois. Ouais, ça te fera du bien. Je bois un petit coup et je me mets à tousser. Les hommes et les femmes éclatent de rire. Tout le bar est maintenant rassemblé autour de moi et ils me poussent tous à boire. J'avale encore une petite gorgée, puis une autre. La tête me tourne et je commence à rire bêtement. On me repose par terre et en gloussant, je me mets à courir en zigzag parmi la foule enthousiaste. Je bois à tous les verres. Très vite, je suis complètement paf. Un homme m'appelle et me murmure quelques mots à l'oreille. Il me promet une pièce de 5 cents si je vais trouver une femme pour les lui répéter. J'ai dit, ok, monsieur, je vais le faire. Il me donne la pièce, je m'élance vers la femme et lui crie ce que le type m'a soufflé. T'as de beaux nichons, tu sais. Une tempête de rire se déchaîne dans toute la salle. À partir de ce moment, pour une moitié de $, je répète à n'importe qui tout ce qu'on m'a chuchoté.
À travers les brouillards de l'alcool, je suis complètement excité par les réactions hilares des femmes et des hommes à ces mots mystérieux que je répète comme un perroquet. Je cours de l'un à l'autre, riant, octant, vomissant des ordures qui les plient en deux à force de rire. Vers le soir, ils me laissent partir. Je titube le long de la chaussée, ivre-mort, braillant et les obscénités que j'ai apprises. À la grande horreur des femmes que je rencontre et au grand amusement des hommes qui rentrent de leur travail. Mendier à boire au bar devient alors chez moi une obsession. Souvent le soir, ma mère me trouve en train d'errer et étourdie par les vapeurs de l'alcool. Alors elle me ramène à la maison et me flanque une rouste à grands coups de serviettes humides. Mais le lendemain, elle est à peine partie à son travail que je me précipite au bar où j'attends que quelqu'un me fasse entrer et me paie à boire. À l'âge de 6 ans, avant même d'aller à l'école, je suis devenu un véritable ivrogne. Nobody falls mine, and nobody falls but mine. If I die, and my soul will be lost, and ain't nobody falls but mine. I've got a Bible I can read, and I've got a Bible I can read, and if I fail to read, and my soul will be lost. Yeah, nobody falls but mine. Un matin, quand je me réveille, j'apprends que l'oncle Hoskins n'est pas rentré de son bar. L'oncle Hoskins, c'est lui qui nous a recueillis après que ma mère est tombée malade, assez gravement pour ne plus pouvoir travailler et s'occuper de nous à Memphis. L'oncle a une jolie maison à Elaine, dans l'Arkansas. Et depuis que nous sommes arrivés, je mange à ma faim pour la première fois de ma vie. C'est qu'il tient un bar dans les faubourgs de la ville. Et l'affaire tourne plus que bien avec de la nombreuse clientèle, des ouvriers, des scieries, des environs. Son bar est ouvert toute la nuit. Et mon oncle ne rentre qu'au petit matin. Alors il se couche et il dort une partie de la journée. Un jour, je me suis faufilé dans sa chambre pendant qu'il ronflait lourdement pour observer le gros revolver qu'il laisse à côté de son oreiller. J'ai demandé à tante Maggie pourquoi il gardait l'arme si près de lui. C'est parce que des hommes ont menacé de le tuer, des Blancs. Et ce matin, il n'est toujours pas rentré. Tante Maggie est dans tous ses états. Elle tourne en rond toute la journée, elle se ronge les sangs jusqu'au dîner. Et quand la nuit est tombée, un grand garçon noir arrive complètement essoufflé. « Monsieur Hoskins, il a reçu un coup de pistolet, un Blanc lui a tiré dessus. Il est mort. Madame Hoskins, il est mort. » Ma tante pousse un cri strident, bouscule le grand type et s'enfonce aussitôt dans la nuit. « Maggie, non !» crie ma mère. « N'allez surtout pas là-bas !» hurle le garçon, « ils vous tueront. Les Blancs ont dit qu'ils allaient tuer toute la famille. » Ma mère ramène de force Maggie vers la maison. Très vite, la terreur prend le dessus sur le chagrin. Dans la précipitation, nous emballons notre linge et notre vaisselle et nous les chargeons sur une charrette. Avant l'aube, nous sommes en route, fuyant pour tenter de sauver notre peau. Plus tard, j'apprendrai que l'oncle Hoskins a été tué par des Blancs qui convoitaient depuis longtemps son commerce florissant. Il avait reçu des menaces de mort et plusieurs fois on lui avait intimé l'ordre de s'en aller. Mais il avait estimé que la justice était de son côté, qu'il n'avait aucune raison de céder. Il n'y a pas eu d'enterrement, il n'y a pas eu de musique, il n'y a pas eu de fleurs. Il n'y a eu que le silence, des pleurs étouffés et de la peur. On ne sait même pas où l'oncle Hoskins a été enterré. On n'a même pas permis à tante Maggie de voir son corps. On ne lui a versé aucune compensation. Moi, c'est la première fois que je suis mêlé de si près à la terreur blanche et à 7 ans. Je commence à comprendre beaucoup de choses.
quelques jours après cette nuit terrible, je demande à ma mère, « Mais pourquoi, maman, pourquoi est-ce qu'on s'est pas défendu, bon sang ?» Et de peur, elle me balance une gifle pour me faire taire. You gotta move. You gotta move. You gotta move, child. You gotta move. Oh, when the Lord gets ready, you gotta move. You may be rich, or you may be poor, or you may be a high boy, well, you may be low. Oh, when the Lord gets ready, you gotta move. Ella! Ella! Hé, s'il te plaît, dis-moi ce que tu lis. J'ai 8 ans. Et nous vivons maintenant à Jackson, dans le Mississippi, dans la maison de ma grand-mère. Elle a eu la bonté de nous accueillir après l'assassinat de l'oncle. Mais c'est une vieille femme acariâtre et terriblement bigote. Pour alléger les charges du ménage, elle a pris en pension une institutrice de couleur. C'est elle qui s'appelle Ella. Elle passe tout son temps libre à lire. Et il y a longtemps que je veux lui demander de me parler de ses livres. Mais je n'arrive jamais à rassembler assez de courage pour le faire. Pourtant, cet après-midi, comme je l'ai trouvée assise seule en train de lire sur le seuil de la porte, je me suis lancé. Allez, sois gentille, Ella. Dis-moi ce que tu lis. Oh, ce n'est qu'un livre quelconque, elle répond, en jetant autour d'elle un regard un peu inquiet. Oui, mais Ella, c'est un livre sur quoi? Oh, ta grand-mère n'aimerait pas que je parle de romans. Quand tu seras plus grand, tu liras des livres et tu sauras ce qu'il y a dedans. Oui, mais Ella, je veux savoir maintenant. Elle réfléchit une seconde, et puis elle ferme le livre. Allez, viens ici. Je m'assois à ses pieds. Je lève mon visage vers elle. Elle commence à raconter. Il était une fois un très vieux monsieur qui s'appelait Barbe Bleue. Alors à voix basse, elle raconte. Elle raconte comment Barbe Bleue a épousé 7 femmes. Comment il les a aimées et tuées. Comment il les a pendues par les cheveux dans un cabinet noir. Tandis qu'elle parle, je ne vois plus son visage, ni le porche, ni le soleil. La réalité devient autre. L'univers se peuple de présences magiques. Mon imagination s'enflamme. Lorsqu'elle est sur le point de terminer, alors que je l'écoute totalement captivé, impatient de connaître la fin, grand-mère arrive comme une furie. Allez-vous finir, petite maudite? Tout ça, c'est l'invention du démon et compagnie. Je veux pas de ça dans ma maison. Mais elle n'a pas fini, grand-mère. Du revers de la main, elle me balance une claque magistrale sur la bouche. Toi, ferme ton bec. Tu ne sais pas de quoi il s'agit. Oui, mais grand-mère, je veux savoir la suite. C'est des inventions du diable, je te dis. Oui, mais grand-mère, j'aimais bien l'histoire. Tu iras brûler en enfer. Son ton est si férocement convaincu que l'espace d'un instant, je la crois. Mais le fait de ne pas connaître la fin du conte me remplit
d'un sentiment de vide et de frustration. J'ai goûté pour la première fois à ce qui me semble donner du sens à la vie. Et j'en veux davantage, d'une façon ou d'une autre, par n'importe quel moyen. Et tant pis pour les menaces de grand-mère. Un soir, j'entends un récit qui court les rues à Jackson et qui va m'empêcher de dormir pendant des nuits et des nuits. Le récit parle d'une négresse dont le mari a été arrêté, massacré par une foule enragée de blancs. La femme a juré de venger son mari. Elle a pris un fusil de chasse, l'a enveloppé dans un drap et humblement, elle est allée chez les blancs, demander qu'on lui permette de prendre son corps. Oui, le corps de son mari, pour l'enterrer. La permission lui est accordée de venir auprès du cadavre tandis que les Blancs, silencieux et armés, l'observent. La femme, d'après l'histoire, s'est agenouillée et a prié. Et puis, elle a déroulé brusquement le drap. Et avant que les Blancs aient eu le temps de réagir, elle a sorti le fusil. Et toujours agenouillée, elle en a tué 4. En fait, je ne saurai jamais si l'histoire est vraie ou non. Mais l'important, c'est qu'elle résonne tout de suite au plus profond de moi comme une vérité. À 9 ans, j'en suis arrivé au sentiment qu'il existe des hommes contre lesquels je suis impuissant. Oui, des hommes qui peuvent violer mon existence selon leur bon plaisir. J'ai compris que je suis résolu à suivre l'exemple de la femme noire si jamais je devais affronter une équipe de lyncheurs blancs. Je cacherai une arme, je ferai semblant d'être anéanti par le mal causé à un être cher. Et puis au moment où je croirais que j'avais humblement accepté la cruauté blanche, j'appuierai sur la détente et j'en tuerai autant que je le pourrai avant d'être tué moi-même. Maintenant, je peux enfin lire à la maison sans avoir à encourir les foudres de grand-mère. Elle a toujours brûlé tous les livres que j'ai apportés chez elle, sous prétexte que c'était des fadaises. Mais comme désormais, je vends des journaux dans la rue, elle accepte que j'en ramène un exemplaire et que je le lise le soir dans ma chambre. Elle pense qu'à 12 ans, vu que je gagne un peu d'argent comme ça, je suis enfin devenu un garçon sérieux et raisonnable. Alors tous les jours, je parcours le quartier nègre pour vendre mes journaux. Oh, je me suis constitué lentement une véritable petite clientèle. En rentrant chez moi, je m'enferme donc dans ma chambre et je lis le supplément illustré. Ah oui, le supplément illustré, où je savoure les exploits étranges d'hommes étranges dans des cités étranges et lointaines. Ce ne sont que des histoires, mais je les tiens pour vraies, parce que je veux y croire, parce que j'ai soif d'une vie différente, soif de nouveauté. Je suis heureux, et j'aurais pu continuer à vendre le journal indéfiniment, mais un soir, un ami de la famille m'interpelle. C'est un grand nègre, tranquille, sérieux, doux. Je passe chez lui avec mon journal, il me donne 10 cents et me regarde d'un air bizarre. Tu sais, mon petit gars, ça me fait plaisir de devoir gagner un peu d'argent. Vous êtes bien aimable, monsieur. Mais dis-moi qui t'a dit de vendre ces journaux? Personne, monsieur. Tu les as déjà lus? Ah oui, pour sûr. Je lis les histoires, dans le supplément illustré. Oh, mais jamais ce qu'il y a dans le journal. Est-ce que c'est un blanc qui t'a demandé de vendre ces journaux? Ah, non, monsieur. Mais pourquoi vous me demandez ça?
Ta famille sait que tu vends ces journaux. Ah oui, monsieur. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de mal? Il ne répond pas. Il se lève lentement. Attends-moi ici une seconde, mon petit, je vais te montrer quelque chose. Qu'est-ce qui va pas encore? Les journaux sont très bien, non? J'attends ennuyé, impatient de finir ma tournée pour avoir le temps de rentrer me coucher et de lire la suite d'une passionnante histoire de meurtre. L'homme finit par revenir avec un numéro du journal soigneusement plié. Il me le tend, c'est le numéro de la semaine écoulée. Tu as vu ça? Il désigne une caricature aux couleurs criardes. Ah non, monsieur, mais je vous l'ai dit, je lis pas le journal. Je lis que le supplément. Eh bien, regarde ça. Prends ton temps et dis-moi ce que t'en penses. La caricature représente un énorme nègre, au visage gras et luisant de sueur, au nez épaté, aux dents en or. Confortablement installé dans un fauteuil tournant, il a posé sur un immense bureau, ses pieds chaussés de souliers d'un jaune éclatant. Il fume un gros cigare noir entre ses lèvres épaisses. Il porte une cravate à pois, une épingle étincelante, des bretelles rouges et une chemise de soie rayée. D'énormes bagues de diamants ornent ses gros doigts noirs. Et par terre, à côté du bureau, se trouve un crachoir débordant de glaviots. Et accroché au mur, une pancarte blanche. Une pancarte qui proclame la Maison Blanche. Et sur le haut du dessin, on peut lire: le seul rêve du nègre est de devenir président des États-Unis et de coucher avec des blanches. Américains, permettrez-vous ce sacrilège dans notre beau pays? Organisons-nous et sauvons la femme blanche de la dégradation. J'écarquille les yeux effarés. Tout cela me semble si étrange et pourtant si familier. Tu sais ce que ça veut dire, me demande l'homme. Mince alors. Non, monsieur, je sais pas. Tu as déjà entendu parler du Ku Klux Klan? Oui, oui, bien sûr. Tu sais ce que les types du clan font aux gens de couleur? Oui, monsieur, ils nous tuent. Ils nous empêchent de voter et d'obtenir de bonnes places. Eh bien, le journal que tu vends prêche les doctrines du Ku Klux Klan. Oh non! Tu l'as entre les mains, mon petit. Oui, mais je vous l'ai dit, je lis le supplément. Jamais le journal. Mais écoute, mon petit gars. Tu as un jeune garçon noir et tu tâches de faire quelques sous parfaits. Je ne veux pas t'empêcher de vendre ces journaux si tu tiens à les vendre. Mais ça fait 2 mois que je les lis. Et je sais ce qu'ils veulent. En les vendant, tu pousses tout simplement les Blancs à te tuer. Oh, wake up, my friends, a new day is coming. And not be so far away from here. And rub your eyes and realize your dreams, 'cause the curtain is just falling on you. And hey, little sister, what you gonna do? I'm so tired to fighting against you. You're like a puppet dancing with the wrong move, and the curtain is just falling on you. And why are you acting when you don't have to? All your children are laughing and they're turning around you. And the movie's finished and nobody applauds. And the curtain falls, 'cause the curtain is just falling on you. And now the day is coming to this end. Well, the sun is just dropping out behind the mountain, and the air
just the empty end. Curtain is just falling on you, and the curtain is just falling on you. You use these voodoo like your last chances, and no one can use so many different faces, and the devil is starting to watching you, and the curtain is just falling on you. Oh, and the curtain is just falling on you. Oh, you spend your life under me like a crazy, and standing at the same time at the crossroad party, and finally the devil, he just doesn't want your soul, and the curtain falls. Oh, the curtain is just falling on you. Quand il m'arrive d'aller à l'école, je m'ennuie. Je reste assis à rêvasser, sans vraiment écouter le maître. Un après-midi, alors que j'ai 14 ans et que je suis en 8e, je prends mon cahier et au lieu de faire des exercices sans intérêt, je me mets à écrire une histoire. Ensuite, j'y travaille dès que je peux et en 3 jours, je l'ai finie. Ça raconte les mauvaises actions d'un gredin qui cherche à s'emparer de la maison d'une pauvre veuve. L'atmosphère est très mélodramatique et j'appelle mon histoire le vaudou de l'enfer. Quand j'ai terminé, je me demande à qui je pourrais bien la faire lire. Et sans trop me poser de questions, au culot, je vais frapper à la porte du directeur du journal nègre de la ville. L'histoire ne doit pas être trop mauvaise parce qu'il accepte de la publier et m'incite à continuer à écrire. Je suis assez fier de moi, évidemment. Mais c'est quand la nouvelle paraît dans le journal que les incompréhensions commencent. D'abord, c'est les camarades de classe qui viennent me trouver à la récréation, avec des yeux égarés. « C'est toi qui as écrit cette histoire de vaudou ?»« Oui. »« Pourquoi ?»« Ben, parce que ça me plaisait. »« Dans quoi tu l'as prise ?»« Ben, dans rien. Je l'ai inventée. »« C'est pas vrai. T'as dû la copier dans un livre. »« Ben non. Si je l'avais copiée, le journal l'aurait pas publié. »« Qui t'a demandé de faire ça ?»« Ben, personne. »« Ben, pourquoi tu l'as fait ?» Nous n'avons jamais suivi de cours de littérature à l'école. Et l'idée même d'une littérature nègre semble complètement incongrue. Mes camarades n'arrivent pas à comprendre pour quelle fichue raison on pourrait avoir envie d'écrire une histoire. Surtout une histoire qui s'appelle Le Vaudou de l'Enfer. Moi qui espérais pouvoir me rapprocher d'eux en l'écrivant, je me retrouve un peu plus mis à l'écart. À la maison, les conséquences sont encore plus désastreuses. Un matin, grand-mère s'approche de moi. « Richard, qu'est-ce que tu as fait imprimer dans le journal ?»« Une histoire, grand-mère. »« Sur quoi ?»« Ben, simplement une histoire, grand-mère. »« Mais de quoi s'agit-il ?»« Ben, c'est simplement une histoire que j'ai inventée. »« Ben alors c'est un mensonge !»« Ben, écoute, grand-mère, je m'excuse, mais ça m'est difficile de t'expliquer ce que c'est qu'une histoire. Tu comprends? Tout le monde sait qu'elle n'est pas vraie, mais alors... Ben alors pourquoi l'écrire si elle n'est pas vraie ?» Ben, pour essayer de donner du plaisir aux gens qui la lisent. Ouah, tout ça, c'est de l'ouvrage de Satan, de Satan. Personne à part le directeur du journal nègre ne m'adresse la moindre parole d'encouragement. J'apprends même que le directeur de l'école est prêt à me renvoyer parce que j'ai employé le mot « enfer » dans le titre. Non, aucun encouragement, rien que de la défiance ou de la colère. Dans cette atmosphère confinée
et étouffante du sud. C'est comme si, en écrivant moi un nègre, j'avais commis un crime. And don't cry for me, 'cause now I've seen. Don't cry for me, 'cause now I've seen. Don't cry for me, 'cause now I know I am a river in the sea. I am a river. Nous avons enfin quitté grand-mère pour retourner à Memphis et nous essayons de vivre ensemble, tant bien que mal. Mais une crise de paralysie finit par clouer définitivement ma mère au lit. L'école, je l'ai toujours fréquentée de façon pas très régulière, au grand désespoir de mes professeurs, étant donné mes bons résultats, mais maintenant, je n'aurai plus le temps d'y mettre les pieds. Maintenant, à 15 ans, mon existence dépend du travail que je vais trouver, alors j'accepte la première offre qui se présente. Un emploi de portier dans un magasin de vente à crédit d'articles bon marché. Le magasin est réservé à la clientèle noire et il est toujours bondé d'hommes et de femmes qui tripotent des complets et des robes de qualité inférieure. Le patron et son fils traitent leurs clients nègres comme des animaux, ils les bousculent, leur donnent des coups de pied ou les claquent. Un matin, tandis que je suis occupé à polir les cuivres de la devanture, le patron et son fils arrivent dans leur voiture. Une négresse apeurée est assise entre eux. Ils descendent et font entrer de force la femme dans le magasin en la traînant et en la poussant à grands coups de pied. Les passants blancs regardent d'un air impassible. Un policeman blanc posté à l'angle de la rue observe la scène en faisant tournoyer son bâton et il ne bouge pas. Moi, du coin de l'œil, je vois tout ce qui se passe, mais je continue à astiquer mes cuivres sans rien dire. Au bout d'un instant, j'entends des cris aigus provenant de l'arrière-boutique. Quelques minutes après, la femme sort en titubant. Elle est couverte de sang et sanglote en se tenant le ventre. Ses vêtements sont déchirés. Lorsqu'elle atteint le trottoir, le policeman l'accoste, l'empoigne, l'accuse d'être ivre, siffle une voiture de police et l'embarque. Quand je pénètre dans l'arrière-boutique un peu plus tard, le patron et son fils sont en train de se laver les mains à l'évier. Ils me regardent avec un petit rire gêné. Le plancher est ensanglanté, parsemé de mèches de cheveux et de lambeaux de vêtements. Mon visage doit refléter ce que j'éprouve, parce que le patron prend un air jovial et me donne une grande claque dans le dos. Et tu vois, mon garçon, voilà ce qu'on fait aux négros qui paient pas leurs dettes. Son fils me regarde en ricanant. Tiens, prends une cigarette. Je la prends, sans savoir quoi en faire. Il allume sa cigarette, puis il me présente l'allumette. Alors ça, vous savez, ça c'est une sorte de geste aimable. Une façon de m'indiquer que même s'ils ont tabassé la femme noire presque à mort, ils ne me feront rien si je continue à la boucler. Après leur départ, je m'assois sur une caisse d'emballage et je reste à contempler le plancher ensanglanté jusqu'à ce que la cigarette s'éteigne entre mes doigts.
And don't cry for me, 'cause now I've seen. And don't cry for me, 'cause now I've seen. And don't cry for me, 'cause now I know. Hé, Richard, regarde-moi faire. Tu vas voir comment je vais soutirer $1/4 au premier blanc qui se présentera. Alors ça, vous voyez, c'est Shorty qui parle. C'est un drôle de petit nègre, un grassouillère, rondouillard, un garçon avec qui je travaille. J'ai 16 ans maintenant, et je vis seul dans une piole minuscule. J'ai trouvé un boulot de liftier dans une banque. Je fais monter et descendre l'ascenseur aux étages en duo avec Shorty. Il me répète « Hé, Richard, tu vas voir. » À ce moment, un blanc qui travaille dans l'immeuble entre dans l'ascenseur et attend le départ. Shorty se met à chantonner entre ses dents tout en souriant et en roulant des yeux en regardant le blanc d'un air canaille. « J'ai faim, monsieur le blanc, j'ai faim. J'ai besoin de 25 cents pour mon déjeuner. » Le blanc fait semblant de ne pas entendre. Shorty, la main sur la manette de l'ascenseur, se remet à chantonner. « Ce foutu ascenseur de mal, alors partira pas tant que j'aurai pas mes 25 cents, monsieur le blanc. Tu nous casses les pieds, Shorty. »« Oui, monsieur, mais j'ai faim, monsieur le blanc. Je veux mes 25 cents, j'en crève, monsieur. » Là, le blanc sourit pour la première fois. « Si tu te dépêches pas de me monter à mon étage, je te donne pas cher de ta putain de peau de nègre. » Oh oui, mais cet enfant de putain de Morico Shorty a bougrement besoin de ses 25 cents. Espèce de sale bâtard sauvage, grouille-toi, faut que j'aille à mon travail. Ouais, monsieur, mais ça vous coûtera 25 cents, monsieur le blanc. $1/4, pas plus. Qu'est-ce que tu ferais pour 25 cents? Ouh, n'importe quoi, chantonne Shorty. Quoi, par exemple? Shorty se met à rire, se retourne, se plie en deux et fait ressortir ses grosses fesses charnues. « Vous pouvez me donner un coup de pied au cul pour 25 cents ?» chante-t-il en lorgnant le blanc du coin de l'œil. Le blanc a un rire silencieux, fait teinter quelques pièces, en laisse tomber une à terre. Shorty se baisse pour la ramasser, alors le blanc serrant les dents lui lance un magistral coup de pied au derrière. Shorty pousse un énorme éclat de rire, dont l'écho se répercute dans toute la cage de l'ascenseur. Ouais, maintenant tu pousses ce levier, espèce d'enfant de cochon de nègre. Tout de suite, chantonne Shorty. Mais d'abord, il ramasse la pièce, il la met dans la bouche en gloussant. Il les a, c'est cacahuètes, Shorty. Il les a, c'est cacahuètes, Shorty. À l'étage, il ouvre la porte. Le blanc sort, fait quelques pas dans le vestibule et se retourne vers lui. Ouais, bougre, l'enfant de garce, t'es quand même un brave type, hein, Shorty. Moi, je reste abasourdi, complètement écœuré. Nom de Dieu, comment tu peux faire ça, Shorty? J'avais besoin de 25 cents, je les ai eus. Mais 25 cents ne rachèteront jamais ce qu'il t'a fait. Oh, écoute donc, hein, caboche de nègre, mon cul est coriace. Et les $1/4 sont très rares. You know the world is a white place where it's so easy to lose you, and I can't cross the outline their faces. I'm putting those arms around you, and I'm just want you to know they are crossing your way, but maybe tomorrow there'll be a time in the mind's way, and maybe tomorrow there'll be a time in the mind's. I'm waiting.
Maybe tomorrow there'll be 1,000 miles. C'est tôt le matin, et je suis debout devant l'évier, en train de laver une paire de lunettes. Oui, j'ai été embauché il y a quelques semaines, dans un atelier d'optique. J'ai 17 ans, et c'est le boulot le plus agréable et le plus qualifié de tous ceux que j'ai fait jusque-là. Même si je sais bien que les blancs de l'atelier n'apprécient pas trop qu'un nègre travaille au milieu d'eux. Je suis concentré sur mon nettoyage quand Monsieur Olin, Monsieur Olin, c'est le contremaître, s'approche de moi en souriant. « J'ai quelque chose à te dire, mon garçon. »« Oui, monsieur. On voudrait pas que t'arrives du mal. On t'aime bien ici. Tu te conduis comme un brave garçon. »« Oui, monsieur. Alors ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Tu connais Harrison ?»« Ah oui, monsieur, je le connais. C'est un nègre qui a à peu près mon âge et qui travaille dans l'atelier d'en face. »« Bah, fais attention, veut ta peau. »« Hein, à moi ? Pourquoi ? T'en veux à mort. Qu'est-ce que tu lui as fait ? J'en oublie les lunettes que je suis en train de laver. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais monsieur, j'ai rien fait à Harrison. En tout cas, je te conseille de le surveiller. Tout à l'heure, comme je descendais au bar prendre un coca, Harrison était là qui t'attendait avec un couteau. M'a demandé à quelle heure tu sortais. Oui, m'a demandé à quelle heure tu sortais, mais il voulait ta peau, il m'a dit. Il voulait ta peau. Pas que tu l'as traité de je ne sais quoi, fais attention, je veux pas de bagarre, ni de coups de couteau dans l'atelier. Il me tapote l'épaule et retourne à sa machine. C'est un personnage respecté dans l'atelier. Pourquoi est-ce qu'il irait plaisanter avec moi? Les blancs plaisantent rarement avec les nègres, alors sans doute que ce qu'il vient de m'apprendre est sérieux. Peut-être que ce cinglé d'Harrison m'en veut pour de bon. À midi, je traverse la rue et je trouve Harrison, assis sur une caisse au sous-sol. Il déjeune tout en lisant un magazine, bon marché. Lorsque je m'approche de lui, il met la main dans sa poche et m'examine, d'un air méfiant. Moi, je me tiens à une distance respectable aussi pour lui parler. « Dis donc, Harrison, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Il me regarde un long moment et ne répond pas. « Harrison, Monsieur Olin m'a dit que tu étais venu m'attendre avec un couteau à la porte de l'atelier. »« Oh, tu parles ? Je ne suis pas passé de là de la journée. Moi, je croyais que c'était toi qui voulais avoir ma peau. Monsieur Olin, il est venu ce matin, il m'a dit que tu me cherchais avec un couteau pour me tuer. Il a dit que tu m'en voulais parce que je t'avais insulté, mais j'ai rien contre toi, moi. » Nous sommes plantés là, face à face, deux jeunes noirs, qui gagnions péniblement nos $10 par semaine en train de nous épier mutuellement. Mais alors pourquoi est-ce que Monsieur Olin irait raconter des choses pareilles? Harrison ne répond pas. Mais il sort un long couteau de sa poche. J'attendais pour voir ce que tu allais faire. Je me sens faiblir. Et je dois m'appuyer au mur. Mes yeux sont rivés sur la lame d'acier pointue. Tu m'aurais donné un coup de couteau? Tu t'avais essayé de m'en donner un. Je t'aurais pas attendu. Je me rends compte que j'ai failli me faire charcuter. Écoute bien, Harrison. Ne crois pas ce que dit M. Olin. Il cherche à nous faire tuer l'un l'autre sans raison. Ça doit être amusant pour les Blancs de voir des Noirs se battre pour les Blancs. On n'est pas autre chose que des chiens ou des coqs. En restant à bonne distance l'un de l'autre, nous décidons de ne pas dire à M. Olin que nous savons qu'il s'amuse avec nous. Nous convenons aussi de ne plus prêter attention à ce genre de provocation. Alors ce petit jeu qui consiste à nous exciter l'un contre l'autre dure une bonne semaine. Et puis sans doute que M. Olin comprend que nous ne marchons plus dans sa combine. Alors quelques jours plus tard, accompagné d'un groupe de Blancs, il vient me trouver et me demande si je serais d'accord pour régler cette affaire avec des gants, selon les règles de la boxe. Je leur réponds que j'ai rien contre Harrison, que je ne veux pas me battre contre lui et que de toute façon, je ne sais pas boxer. Il me laisse tranquille. Mais lorsque je quitte l'atelier ce soir-là, Harrison accourt vers moi. « Et ton proposé de te battre avec des gunbox ?» Oui, mais j'ai refusé. « Ils veulent qu'on fasse 4 rounds et ils nous donneront $5 chacun. Oh, bon Dieu, avec $5, je pourrais me payer un complet. $5, c'est la moitié de ma paie d'une semaine. Moi, je ne veux pas. Pourquoi aller faire un truc pareil pour les Blancs? Pour empocher leurs $5? J'en ai pas besoin à ce point-là.
Je veux pas me battre pour amuser les Blancs. Je suis pas un chien, je suis pas un coq. Je voudrais m'acheter un costume à crédit. J'ai besoin de ces 5 $, Richard, pour faire le premier versement. Mais ces Blancs vont être là à nous regarder, à se ficher de nous. Mais qu'est-ce que ça peut bien te foutre, hein? Ils te regardent et se fichent de toi toute la journée. Non! Qu'est-ce qu'on a à perdre? Prenons leur argent. Richard, on s'en fout. Je te dis, prenons l'argent, t'en as besoin. Comme moi, hein? Non? C'est pas faux, Harrison. Alors, battons-nous pour eux. Écoute, on va les rouler. On fera ça ou chiquer, sans se faire de mal. On leur montrera qu'on n'est pas aussi bête qu'ils se le figurent, tu comprends? Ça sera pas fatigant, hein? 4 rounds pour 5 $. C'est bon. Mais une séance d'entraînement, d'accord? Le combat a lieu un samedi après-midi, dans le sous-sol d'un immeuble de Main Street. Seuls les Blancs sont autorisés à pénétrer au sous-sol. L'entrée est interdite aux femmes et aux nègres. Harrison et moi sommes nus jusqu'à la ceinture. Nous nous mettons en garde. Mais je me rends compte aussitôt que je n'ai pas suffisamment réfléchi à notre combine. Nous ne pourrons pas faire semblant de nous battre. Ni Harrison ni moi ne sommes assez versés dans l'art de la boxe pour donner le change, ne serait-ce qu'une minute. Et déjà, les Blancs nous invectivent grossièrement en fumant leurs gros cigares. « Allez, Morico, allez, rentre-lui dans le chou, hein, ce cochon de nègre! Allez, sors-lui les tripes, bon Dieu !» Ben quoi? Les mal blanchis, vous allez vous décider à vous battre, oui? Ouais, mouche-le, hey, fais-le saigner, nom du Dieu, fais-le saigner! Je finis par lancer une gauche timide. Harrison riposte par un large swing qui m'atteint au sommet du crâne. Et sans même m'en rendre compte, je lui balance sur la bouche une méchante droite qui fait couler le sang. Harrison me donne un coup sur le nez et nous nous battons pour de bon malgré nous. Je suis honteux et furieux d'avoir été ainsi pris au piège. Je mets de plus en plus de force dans mes coups. Et plus je tape dur, plus Harrison tape dur aussi. Notre arrangement ne tient plus désormais. Pendant 4 rounds. 4 rounds épuisants. Nous ne cessons de nous taper dessus comme des brutes, frappant, cognant méchamment, grognant, crachant, jurant, saignant. La honte et la colère de nous être laissés entraîner dans ce jeu sordide renforcent la violence de nos coups. Nous évacuons la haine pour les hommes qui nous ont manipulés en nous tabassant l'un l'autre sans relâche. Et quand nous sommes complètement ensanglantés et sur le point de nous effondrer d'épuisement, les Blancs nous séparent en s'esclaffant. Je suis incapable de regarder Harrison en face. Je le déteste autant que je me déteste moi-même. Je sens que j'ai fait quelque chose de sale, d'ignoble. Quelque chose que je ne pourrai jamais expier vraiment. Serrant les 5 $ dans mon poing, je rentre à pied chez moi, submergé par la nausée. Par la suite, nous éviterons soigneusement de nous croiser, Harrison et moi. Et je ne remettrai plus jamais les pieds dans l'atelier d'optique. Surrounded by the rainbow.
catch me in my run. I say winning against the shadow. And Lord, make me strong, and He let me be higher. Pictures are falling down like this until I remember how the world once more, how the world once again. Shadows is catching me up now, so heal my plea and never weeping under the sun. Oh, was a kindness and a brightness until the devil came, who bring me darkness in the sadness. And I wake me up by the sun, but he ain't shining no more. I can only see my face like that when I'm looking at the mirror. On the world once more, on the world once again. Oh, shadows is catching me up and now, so hear my plea and never weeping under the sun. Oh, was a kindness and a brightness until the devil came, who bring me darkness and the sadness. And I'm sitting here tonight. Oh, shadow finally ring the bass. I forget all about the light and the cover of the darkness. And I'm standing here in the night. Oh, shadow finally ring the bass. I forget all about the light and the cover of the darkness. And I'm standing here in the night. Oh, shadow finally wing the bass. I forget all about the light and the cover of the darkness and the cover of the darkness and the cover of the darkness. À l'hôtel, je découvre une nouvelle forme de racisme. Une forme insidieuse, étonnante, que je n'aurais même pas pu imaginer. Après quelques mois où j'ai crevé de faim sans trouver de nouveau travail, j'ai enfin réussi à me placer comme garçon d'étage dans cet hôtel du centre-ville. Les chambres du dernier étage du bâtiment sont réservées à des prostituées blanches auxquelles les clients viennent rendre visite de jour comme de nuit. Or, tandis que je fais mon boulot à l'étage, je dois prendre l'habitude de voir les portes ouvertes, avec les prostituées affalées toutes nues sur leur lit, ou en train de se promener à poil dans leur chambre. Je comprends très vite que c'est ni de l'impudeur, ni de la provocation. Ce qu'il y a, c'est que pour elles, pour ces prostituées blanches, nous autres, les jeunes nègres, nous ne sommes pas à même d'en être troublés, de considérer leur nudité autrement que comme un vase bleu ou un tapis rouge. Parce que pour elles, nous ne sommes pas vraiment des êtres humains. Elles n'ont pas plus de honte à se promener nues devant nous que devant un animal de compagnie.
and never real things under the sun. Oh, what the kindness and the brightness until the devil came. Oh, bringing darkness in the sadness. Je suis en train de feuilleter le journal de Memphis, comme tous les matins. Chaque jour, j'arrive en avance au travail pour avoir le temps de satisfaire mon goût de la lecture. Je dévore gratis les journaux qui sont déposés sur le comptoir pour les clients de la banque où j'ai trouvé un boulot de portier. Ce matin-là, je parcours distraitement les pages habituelles quand je m'arrête tout à coup sur un drôle d'article consacré à un certain Mencken, un écrivain dont je n'avais jamais entendu parler. L'article est surprenant parce qu'il n'est qu'un flot d'injures contre lui. Je me demande ce que ce Mencken a bien pu faire pour s'attirer à ce point les foudres des gens du Sud. Quelles idées peut-il donc avoir proclamées pour qu'un journal aussi important l'agresse publiquement? Sans doute des idées que le Sud n'aime pas. Alors, sans rien connaître du personnage, j'éprouve déjà pour lui une sorte de sympathie, puisqu'il est traîné dans la boue par ce Sud qui m'a, quant à moi, refusé jusqu'au titre d'homme. Mais comment faire pour me renseigner à son sujet et lire ses livres? Bien sûr, il existe une magnifique bibliothèque à Memphis, mais évidemment, les nègres n'y sont pas admis, pas plus que dans les parcs, ou les terrains de jeu d'ailleurs. Et pourtant, cette bibliothèque, on m'a laissé y entrer quelquefois quand des blancs de la banque me demandaient d'aller y retirer des livres pour eux. Est-ce que l'un d'eux ne pourrait pas m'aider? Je finis par en dégoter un, pas trop négrophobe, qui accepte de jouer le jeu. Il me permet d'emprunter des livres à la bibliothèque en prétextant que c'est pour lui. Le soir même, je me retrouve dans ma chambre meublée et j'ouvre le bouquin de Mencken. Je suis immédiatement frappé, choqué par le style, par les phrases nettes, claires, tranchantes. Je me représente Mencken comme un démon enragé, se servant de sa plume comme d'un fouet, attaquant le système américain, défiant Dieu, la morale ou l'autorité. Oui, cet homme combat avec des mots. Il s'en sert comme d'une matraque. Et je comprends que les mots peuvent devenir des armes. Put the man down in a hole. With all his mind left with him, he's gonna raise his heart and soul. He's gonna find a way to win. Put the man down in a hole. With all his mind left with him, he's gonna raise his heart and soul. He's gonna find a way to win. He's gonna raise his heart and soul, and he's gonna find a way to win. Dans les semaines qui suivent ma découverte de Mencken, je continue de profiter de mon petit système avec le blanc de ma banque. J'écume la bibliothèque pour y emprunter des livres en pagaille. Mais si la lecture me stimule, elle me démoralise en même temps. Parce que tout en me faisant découvrir un univers immense de choses possibles, elle me montre aussi l'étendue de tout ce qui m'a été refusé depuis toujours. Et puis, elle me fait confusément réaliser que j'ai négligé quelque chose de terriblement essentiel dans ma vie. Bien sûr, il y a quelques années, j'ai essayé d'écrire. J'ai laissé errer mon imagination de gamin, mais la vie que j'ai dû mener a fait que j'ai refoulé en moi tout cet élan vers le rêve. Cet élan, je sens au plus profond de moi-même qu'il faut absolument que je le retrouve. Alors un jour,
j'achète une rame de papier et je m'installe à ma table avec une plume. Mais rien ne vient, ou ce qui vient est d'une platitude désespérante. La rage au ventre, je prends alors conscience de ma profonde ignorance, de ma situation inexorable de noir dans un monde blanc et hostile. Et l'écriture m'apparaît comme un but totalement impossible à atteindre. Je sais maintenant ce que représente le fait d'être nègre. Je suis capable de supporter la faim, la violence, les injustices. J'ai appris à vivre avec tout ça. Mais sentir que certains sentiments me sont refusés et que ce que je crois être l'essence même de la vie, c'est-à-dire l'écriture, m'est inaccessible. Ça finit de me déchirer le cœur. Cette nuit-là, je me décide. Je sais que le voisin est absent. Je sais aussi qu'il a un revolver dans le tiroir de sa table de chevet. Je sors de chez moi, j'inspecte les environs, tout est tranquille. Mon cœur bat la chamade. Si je me fais prendre, je me doute parfaitement de ce qui m'attendra dans les prisons du Sud. Mais je finis par traverser et je force la fenêtre du voisin avec un tournevis. Je pénètre à l'intérieur silencieusement et je m'empare de l'arme. Le lendemain soir, je racole 2 garçons que je sais prêts à tout. Nous entrons par effraction dans les bureaux de l'usine qui bordent le fleuve et nous réussissons à éviter la ronde du gardien de nuit. Nous n'aurons même pas besoin de sortir le revolver. Dans les bureaux de l'intendance, on fracasse la caisse et on s'empare de la recette du mois avant de filer comme des ombres. Voilà, je l'ai fait. J'ai 18 ans. J'ai compris depuis un moment que je n'avais pas le choix. J'ai compris quelles seraient mes options si je continuais à vivre ma vie de nègre dans le Sud. Je pourrais combattre les Blancs, les armes à la main, en entrant dans une organisation avec d'autres Noirs. Mais je sais bien que de cette façon, je ne gagnerai pas la partie. Ils sont forts, ils sont bien armés, et nous sommes faibles. Ça finirait par un quelconque, oui, lynchage de plus. Je pourrais me soumettre et mener la vie d'un esclave jovial. Je pourrais épouser une bonne petite noire, louer un taudis et continuer à baisser la tête. Je pourrais détourner la rage qui est en moi en me battant après quelques verres avec des Shorty ou des Harrison, comme j'ai vu tant d'autres noirs le faire. Je pourrais faire en sorte d'oublier tout ce que j'ai lu, faire en sorte de mettre sous le tapis tous mes rêves. Mais j'ai compris que ça n'est pas possible. Si je veux faire quelque chose de mon existence, si je veux être autre chose qu'un misérable noir, docile et complaisant, il faut que je parte, il faut que je quitte le Sud. Pourtant, j'ai compris aussi que ce que je gagne depuis des années avec mes petits boulots, qui me laissent à peine de quoi survivre, ne me permettrait jamais d'économiser assez pour payer le voyage, avoir de quoi commencer une nouvelle vie, quelque part au nord. Alors, je me suis décidé, et je l'ai fait, avec de la honte, et une sorte de mépris pour moi-même, d'être devenu un voleur, mais je l'ai fait. Je n'avais pas le choix.
Je suis dans le train qui m'emmène enfin vers le nord à Chicago. Je pars sans remords, sans un seul regard en arrière. Le Sud ne m'a jamais montré qu'un visage féroce et haineux. Jusqu'ici, ma vie n'a pas été ce qu'elle aurait dû être. Je me suis conformé à ce que mon entourage et ma famille ont exigé de moi, conformément aux lois édictées par les Blancs. Mais je ne me suis jamais senti à la place que le Sud blanc a daigné m'accorder. Jamais je n'ai pu me considérer comme un être inférieur. Bien sûr, il m'est arrivé de mentir, il m'est arrivé de voler, de me battre. Mais au milieu des brutalités et des injures, de l'angoisse et de la terreur, j'ai réussi à tenir le coup grâce aux livres. Ces livres qui ont été pour moi comme une promesse, la promesse d'une autre vie. Je quitte le Sud, sans un regard en arrière, pour me lancer dans l'inconnu. Mais je quitte le Sud, non pas pour oublier le Sud, mais pour essayer un jour de l'expliquer. Et si ce miracle s'accomplit, je saurai alors qu'il y a encore de l'espoir dans ce gouffre de désespoir et de violence qu'est le Sud. Je saurai que le Sud, lui aussi, peut vaincre sa peur, sa haine, sa lâcheté, son héritage de crimes et de sang. Je saurai que la lumière peut naître même des ténèbres les plus noires. Left to see my banker, wanting to ask him for credit. Look at me and say, Father, I can do nothing for it. He said, you have a bound, that no solution can be found. So I'm smiling on his face and say it doesn't matter now, when I'm already dancing on your grave. And put the everything down, everything. In that truck, I put everything in the truck. I put everything, everything. So I turned back home, and my baby was there, but wasn't alone. She walked with another man. She said, I love her bound, and not no solution can be found. So I smiled on his face and said it doesn't matter now, and I'm already dancing on your grave. And put the everything down, everything. And that's everything in the truck. I put everything, everything.
So I saw the slave away, 'cause there's nothing more to do. The owner came and he said to me, I've got something to tell you. He said, how love abounds, and that no solution can be found. So I say, man, know that I'm about to the bone. I'm already dancing on a gravestone. And I put the everything in that truck, in that truck, in that truck. And I put everything, and I put everything in that truck, in that truck. And I put everything, everything. And I put everything, everything. And I put everything in the truck, and I put everything in.